Bienvenue dans la 2e saison du podcast Parcours de vie, le Sud-Ouest dans le cœur. Je m'appelle Véronique Dufour et je suis profondément attachée au Sud-Ouest et à ses habitants. Pour chaque épisode, je pars à la rencontre d'un invité originaire de la région ou qui a fait le choix d'y poser ses valises. Ils sont artisans, sportifs, chefs d'entreprise, artistes ou citoyens. Leurs points communs, ils sont inspirants, talentueux et remarquables. Durant cette conversation, chaque invité peut détailler son parcours, expliquer son attachement au Sud-Ouest et surtout donner envie aux auditeurs de croire en leurs rêves. Il s'agit d'un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le soutenir en lui donnant une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram. Je vous laisse maintenant écouter le nouvel invité. Belle découverte! Pour ce nouvel épisode du podcast, je reçois non pas un, mais 2 invités, Clotilde et Nicolas Jacquet. Le couple a récemment créé une marque de vêtements, Bedford Atelier. Après leurs études dans le Nord et 5 ans à New York, ils sont venus s'installer dans le Sud-Ouest. Ils ont choisi Pau pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et ouvrir leur boutique. Leur marque propose un vestiaire masculin inspiré des codes américains avec des matières naturelles et des tissus de qualité. L'atelier propose également une activité inédite, la création de costumes sur mesure. Les 2 fondateurs militent au quotidien pour une mode plus responsable et recyclent leurs chutes de tissus pour en faire des objets de décoration. Créatifs et talentueux, Clotilde et Nicolas sont des personnalités remarquables que je vous invite à découvrir. Bonjour Clotilde et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre atelier, dans votre boutique atelier. On en reparlera juste après. C'est la première fois que j'ai 2 invités face à moi au micro. Donc c'est une grande première et j'en suis ravie. Mais c'était évident que pour cette aventure dont on va parler dans quelques minutes, vous soyez là tous les 2 au micro, puisque vous êtes indissociables dans la création de ce projet. On va dire à la ville et à l'entreprise. Donc, pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter, honneur aux dames? Clotilde, je te laisse démarrer. Pour nous aussi, c'est une grande première. C'est la première fois qu'on fait un podcast. Donc, on est super contents aussi. Moi, c'est Clotilde, cofondatrice de Bedford Atelier. Si je dois dire mon âge, je vais avoir 30 ans cette année. Waouh. Donc, grande année pour moi. Et puis voilà, on est rentré, on a décidé de créer Bedford Atelier tous les 2. Donc c'est une belle aventure qui démarre pour nous et je laisse Nicolas se présenter aussi. À ton tour. Allez. Donc Nicolas, je suis l'associé et le mari de Clotilde. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Il y en a Qui n'est pas un détail. Et donc, moi j'ai 39 ans et voilà, co-créateur de Bedford Atelier. Alors, Bedford Atelier, donc on a entendu ce nom qui a une consonance un peu américaine. Avant qu'on reparle de vos parcours respectifs, si vous deviez expliquer aux auditeurs ce que c'est Bedford Atelier et votre activité principale, ça serait quoi ? En fait, Bedford Atelier, on voulait, en rentrant en France, quand on a décidé de créer cette entreprise, cette marque, on voulait vraiment ramener le côté américain ici en France et on voulait en fait apporter ce clin d'œil de New York, là où on a habité 5 ans. Et là-bas, on habitait dans un quartier à Brooklyn qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Bedford-Stuyvesant. On a décidé de garder ce nom de Bedford parce que déjà on le trouvait aussi très catchy et on a décidé de rajouter ce atelier à côté pour le côté artisanal de notre marque puisque on crée les sacs, les coussins, tous les accessoires ici en interne dans la boutique, dans notre atelier et on dessine aussi ici. On crée, on fait la partie stylisme ici. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vais juste ajouter que du coup, Bedford Atelier, c'est avant tout une marque de vêtements pour hommes qui peut être aussi portée par la femme dans un côté unisexe. Mais c'est avant tout une marque de vêtements pour hommes. Ok.
Donc, si on doit revenir un petit peu sur la genèse du projet, donc tu as évoqué, Clotilde, que vous aviez vécu aux États-Unis. Oui. Je crois savoir que vous n'êtes pas non plus originaire du Sud-Ouest. Donc, si on doit retracer un petit peu votre parcours avant de venir vous installer à Pau dans le Sud-Ouest, c'était quoi l'histoire ? Si on revient On au commencement, au tout début, on s'est, à la base, Nicolas et moi, on s'est rencontrés ici, dans le Sud-Ouest, plus précisément dans les Landes, à Cap-Breton. Et c'est pour ça que aussi cette région nous tient à cœur, c'est parce que c'est là où tout a commencé. Et puis ensuite, on est originaires tous les deux du Nord. Donc après notre rencontre, on est remontés tous les deux dans le Nord, moi finir mes études et lui commencer ses études dans la même école. D'accord. Donc de stylisme, modélisme. Et c'est là qu'on a tout appris et c'est là qu'on a commencé aussi à parler créa, d'entreprise, etc. Et pour la fin de notre parcours, pour valider notre diplôme, on devait faire 6 mois à l'étranger ou en France d'ailleurs, mais on voulait pas aller à Paris. Parce que Paris, voilà, c'est pas quelque chose qui nous excitait. Et du coup, on a décidé de partir aux États-Unis. New York. C'était un peu le rêve américain aussi. Oui, exactement. Et moi, ça faisait des années que je voulais partir aux États-Unis. Et Nicolas aussi. Enfin, toi, Moi, je connaissais. Tu connaissais déjà. Ouais. Voilà. Et on s'est dit, allez, on y va. On essaye de trouver un stage. On fait le tout pour le tout. Et on a réussi à trouver un stage. Et on devait rester 6 mois. Et finalement, on y est resté 5 ans. On a été embauchés tous les deux là-bas. Non sans difficulté, parce que les visas, etc., c'est quand même très, très compliqué à obtenir. Mais on n'a rien lâché et on a beaucoup bossé. Et au bout de 5 ans, on s'est dit, on va peut-être rentrer. Avec le Covid, ça a accéléré les choses, bien sûr. On a fait le confinement là-bas. Moins confiné que vous en France. Ouais, c'était faut différent. Le dire. C'était bien différent quand même. Mais en fait, les Américains respectent beaucoup. Dès qu'il se passe quelque chose, on dit vous gardez vos distances. Les Américains gardent leurs distances. Il n'y a pas de souci. Donc au final, il n'y avait pas de restrictions comme en France avec les papiers, les machins. Donc on était assez libre, mais mine de rien, la famille manquait. On avait envie faut se le dire, on avait envie de fonder une famille, de créer notre marque aussi, puisque ça faisait de plus en plus de mois qu'on en parlait, qu'on en discutait. Si on rentre en France, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait ramener le côté américain, ça serait chouette. Je suis sûre que ça marcherait en France, ça serait super. Et puis en fait, Nicolas aussi a eu la chance de travailler aux États-Unis. Je te laisserai en parler parce que voilà. Il a eu la chance de travailler aux États-Unis dans le costume pour Rome et moi dans la déco et aussi dans la mode féminine. Et en fait, on a décidé de rassembler ces deux choses-là et d'en créer une marque. Et c'est de là en fait où est né Bedford Atelier. Oui, Nicolas, du coup, pour compléter ce que dit Clotilde par rapport à toi, ton expérience professionnelle aux États-Unis, donc c'est 5 années, c'est ça que vous disiez que vous avez passé là-bas tous les deux. Toi, précisément, pendant ces 5 années, tu as pu travailler dans différentes entreprises et... Moi, j'ai travaillé pour une seule et même entreprise. En fait, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver en stage dans une entreprise où ma maître de stage est partie au bout d'un mois. Parce qu'en fait, là-bas, on change de boulot sur un coup de tête, on peut partir en 2 semaines, on n'est plus là. Et donc, elle est partie, et moi j'ai dit à mes patrons, si vous voulez, je prends sa place. Et un peu comme ça, au culot, quoi. Et en fait, ils ont dit, ok, pourquoi pas, on va essayer. Et en fait, il me restait encore 3 ou 4 mois de stage, donc du coup, au début, c'était en tant que stagiaire, donc ils prenaient pas un grand risque. Mais ils ont quand même voulu sponsoriser en fait mon visa, parce que là-bas, ça marche comme ça, il faut toujours avoir un sponsor pour pouvoir avoir un visa. Et donc, ils m'ont laissé ma chance. C'est quelque chose qui est très fort aux États-Unis, en tout cas à New York, c'est qu'on vous laisse votre chance. Et si vous faites l'affaire, vous restez. Bon, en revanche, si vous ne faites pas l'affaire, vous partez le lendemain. Mais voilà, donc ils m'ont laissé ma chance. Ils m'ont sponsorisé mon visa. Et donc, j'ai eu mon visa de travail. Et donc, ils m'ont gardé. Et après, j'ai évolué pendant 5 ans au sein de cette entreprise. Donc là, c'était la réalisation de costumes que tu effectuais dans cette entreprise. Alors, j'étais d'abord assistant du créateur et du designer de la marque. D'accord. Pour la collection prêt-à-porter. Donc, ça consiste à aller voir les fournisseurs de tissus, choisir des tissus, passer les commandes de tissus, comme ça, des commandes de production des vêtements, tout ça. Et après, au fur et à mesure, il m'a un peu formé sur la partie sur-mesure de sa boîte.
Et donc là, c'est tout ce qui est la prise de mesure des clients, la discussion avec le client pour le choix du tissu, et toute cette partie vraiment sur mesure qui était très importante dans la boîte. Et puis un jour, il m'a dit, bon, bah maintenant, c'est toi qui es responsable de ça. Et donc voilà, c'est comme ça que après j'ai fait pendant 4 ans du coup responsable de la partie sur mesure, tout en continuant data assistant du designer. Mais vraiment, je m'occupais de toute la partie sur mesure, donc je faisais tous les essayages avec les clients. Et donc toute la prise de mesure, passer les directives à l'atelier où étaient faits les costumes et tout ça. New York et donc l'entreprise dans laquelle toi tu travaillais, c'est quand même un univers particulier. J'imagine qu'il y a des codes, le sur-mesure ou du moins le travail que tu as effectué. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis ou du moins à New York. Alors oui et non. De façon surprenante, il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus là-bas qui travaillent en costume. Ou alors c'est des cadres très stricts où ils vont dans certains tailleurs, ils ont un dress code très précis. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, étant donné New York, Wall Street et tout ça. Après, alors moi, j'étais à Brooklyn, donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'en voyais pas beaucoup. Mais je travaillais en fait avec beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes designers, ingénieurs, des choses comme ça, et en fait qui mettaient jamais de costume la plupart du temps. Mis à part qui venaient chez nous pour leur mariage. Et donc venaient chercher un costume pour leur mariage ou pour assister à un mariage ou des choses comme ça. Il y avait après certains hommes qui aimaient juste s'habiller et donc porter des costumes. Mais je vais dire qu'à 90%, c'était pas pour le boulot, c'était soit pour le plaisir, soit pour un mariage ou un événement particulier. D'accord. Et donc, vous parliez tous les deux tout à l'heure des codes ou de l'univers américain. J'imagine qu'il y a des habitudes ou il y a des codes vestimentaires différents, le recours à des matières qui ne sont pas forcément peut-être les mêmes qu'en Europe. Est-ce qu'il y a des différences en fait entre les États-Unis, New York et l'Europe ? Alors oui. Il y a des différences. Alors déjà, aux États-Unis, ils ont très souvent une coupe beaucoup plus ample, beaucoup plus droite que nous dans le costume. Nous, c'est beaucoup plus, on va dire, cintré, avec des épaules moins larges, une coupe un peu plus courte. Alors que eux, c'est vraiment un peu ce que nous, peut-être on faisait il y a 30 ans, avec des coupes vraiment droites et amples, avec des épaules qui tombent. Alors ça change aussi là-bas, et notamment la boîte pour laquelle je travaillais, c'est lui, le patron pour qui je travaillais, a commencé comme ça en fait, à proposer un costume un peu plus moderne que ce qui se trouvait aux États-Unis, et c'est pour ça que ça a bien marché, et qu'il a trouvé vraiment une clientèle jeune qui, comme lui, cherchait quelque chose d'un peu plus moderne. Donc là-dessus, c'était voilà la différence. Après, niveau tissu utilisé là-bas, je dirais que c'est très similaire à ce qu'on peut trouver ici, parce que les 3/4 des fournisseurs de tissus de costumes sont européens, anglais, italien, un peu français, mais c'est principalement anglais et italien. D'accord. Encore aujourd'hui. Maintenant. Ouais, Alors ouais. après, maintenant, aujourd'hui, on fait des tissus un peu partout dans le monde, mais les meilleurs, ça reste les anglais et les italiens. D'accord. Les plus beaux tissus. Il y a aussi beaucoup, alors notamment pour les mariages, Le tuxedo. ce qu'ils appellent les Ouais. black tie events. Donc du coup, c'est en smoking. D'accord. Oui, Et- qui est quelque chose qu'on pratique pas trop. Je connais personne en France qui s'est marié en smoking. C'est très rare en France. Ou qui a assisté, alors mis à part pour des cérémonies, des choses comme ça, mais des acteurs et tout ça qui mettent encore des smokings. Mais c'est très rare, et eux, ils ont du coup ce qu'ils appellent un black tie event, et c'est vraiment, ils se marient, enfin, ça peut être pour un mariage, ils choisissent le smoking, et donc du coup, sur leur invitation, ils mettent black tie event, et donc du coup, tout le monde doit être en smoking ou en costume noir. Et donc voilà. Après, je travaille aussi à New York pour des gens fortunés, enfin pour la plupart du temps avec des bons moyens. Donc du coup, forcément, c'est des choses qu'on peut se permettre d'imposer un peu un dress code à ses invités. Mais c'est vraiment quelque chose qui est répandu là-bas et qui est très beau. Et un smoking, c'est alors pour nous le summum de l'élégance masculine. Bien sûr. Et on regrette que ce n'est pas encore, que ça n'est pas vraiment présent en France. On perd pas espoir, peut-être que. Ah oui. C'est peut-être vous qui allez être à l'origine d'une nouvelle tendance de fond sur. Ce serait bien. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme en smoking.
Donc ces 5 années que vous avez passées là-bas, vous les avez mis à profit pour créer, on va dire, les prémices de Bedford Atelier. En tous les cas, vous faire la main, développer votre expérience, vos compétences. Oui. Et vous avez fait le choix donc de revenir vous installer en France. En quelle année ? En 2020. 2020 En décembre, on est rentré en décembre 2020. Donc c'était en plein Covid. Et en fait, on commençait à y penser. Et l'arrivée du Covid a accéléré le tout. Parce que moi, la boîte pour laquelle je travaillais a un petit peu pris un coup dans l'aile. Parce qu'il n'y avait plus de mariage. La boutique devait fermer. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour eux. Après, nous, ça nous a fait réfléchir un petit peu sur le fait d'être loin de sa famille, de nos familles respectives. Donc voilà, en décembre 2020, on a décidé de rentrer. Et voilà, depuis, on est arrivé dans le sud-ouest, dans le Béarn, à Pau. Et vous êtes directement arrivé dans le sud-ouest ou vous avez refait une étape On a fait quand même une étape à Lille. Oui, on a fait Noël à Lille, je crois. Oui, on a fait Noël à Lille et on s'est dit... Oui, on va déménager dans le Béarn. Pour moi, Lille, ça restera toujours aussi ma ville de cœur aussi, ma deuxième ville de cœur, puisque je suis vraiment née là-bas et j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes écoles là-bas, j'ai vécu, j'ai presque tout vécu là-bas. Et donc ce sera toujours une ville très très importante pour moi et c'est une ville hyper dynamique aussi, faut le dire. Mais c'est vrai que ici c'est pas pareil. Et puis vous êtes revenus aux sources de votre histoire, comme vous le disiez. Oui, c'est ça, c'est ça. Disiez tous les deux Pour nous, tout à l'heure. c'était très important de revenir ici. C'est des souvenirs, c'est nos débuts. Et puis c'est vrai que on a de la chance, c'est une région hyper agréable, on est entre l'océan, on est entre les montagnes. Quand il fait beau, il fait vraiment beau. Le temps. Quand il pleut vraiment. Oui, ça c'est vrai. Mais moins qu'à Lille. En tous les cas, vous avez choisi de vous y établir tous les deux. Et donc, entre votre retour en France et la création officielle de Bedford Atelier, comment vous avez réfléchi votre projet ? Parce que vous disiez tous les deux que dès votre période à l'école, vous aviez déjà cette idée dans un coin de votre tête. Ouais. Vous avez fait votre expérience aux États-Unis. Vous êtes revenu en France et là, vous avez mis à profit les semaines que vous aviez devant vous pour commencer à créer ce projet. C'est ça en fait. Quand on est rentré en France, on s'est dit on veut pas rentrer à Paris. Enfin, on rentre de New York, c'est pas pour aller dans 30 mètres carrés et de payer une fortune et de se retrouver avec un boulot qu'on va pas forcément apprécier. Dans la mode, à part Paris. Il n'y a pas grand chose, c'est pareil, Bordeaux, ok, il y a peut-être des choses des endroits où on pouvait travailler, mais pareil, on voulait pas on voulait pas on voulait pas retourner en appartement, on voulait créer quelque chose de toute pièce, quelque chose dont on serait fier. Et en fait, on s'est dit, comme on va à Pau, comme on retourne à Pau, on va créer notre marque, parce qu'à Pau, dans la mode, il n'y a pas énormément de possibilités. Donc on va la créer, la possibilité. On va créer notre marque. Et c'est devenu une évidence. Et c'est devenu évident pour nous. Et on s'est dit, à Pau, il y a quelque chose à faire. À Paris, peut-être que à Paris, des tailleurs, il y en a plein. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. À Bordeaux, c'est pareil. Mais à Pau, il n'y en a pas. Donc, on va créer cette opportunité, on va créer quelque chose, et quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, voilà, c'est pourquoi on a décidé... Après, ça ne s'est pas fait tout de suite non plus. Dès qu'on est rentré, on a travaillé tous les deux de notre côté dans des domaines complètement différents. Oui. Le temps que ça mûrisse, Bien sûr. Que... Voilà, je crois qu'on a mis peut-être 7 mois à officiellement créer la marque, la société. Et après, le temps de trouver les fournisseurs, lancer les prototypes, réfléchir à ce qu'on voulait vraiment faire, voilà, ça a mis un petit peu de temps.
Mais ça finit par se faire et puis voilà, on continue. On continue un peu à travailler à côté quand même parce que voilà, comme tout entrepreneur qui commence, on sait très bien que voilà, il faut un certain aussi, temps avant, un voilà. certain Voilà. temps avant que ça se mette en place. Donc voilà, oui, on va dire que c'était une évidence pour nous de faire ça, mais on a pris le temps d'y réfléchir et de faire petit à petit Oui. et de lancer l'histoire. Oui, oui, tout à fait. Et alors, si vous deviez expliquer aux auditeurs l'ADN un peu de Bedford Atelier et ce que vous faites, qu'est-ce que vous en diriez ou comment vous décririez les produits Alors, que vous proposez? je dirais que l'ADN de la marque, donc du coup, une marque pour hommes qui s'inspire beaucoup des vêtements de travail, des vêtements d'uniforme d'autrefois. Alors d'autrefois, c'est pas non plus du costume, hein, mais voilà, on s'inspire de ce qui se faisait, on va dire, il y a 50 ans, 60 ans, de par le design des produits et de par le choix des tissus, on prend que des tissus d'origine naturelle à 95%, c'est de la laine, du coton, du lin. On passe beaucoup de temps à chercher des tissus de qualité. Voilà, on va dire que l'ADN, c'est qui tourne autour d'un produit que l'on veut qualitatif Et garder. et que garder. l'on garde longtemps. Intemporel, oui, c'est vrai que c'est ça. Intemporel, voilà. La dernière fois, je réfléchissais, mais si par exemple je tombais sur un de mes vêtements dans 10 ans à vendre sur Vinted ou un truc comme ça, je me dirais, bah, j'ai réussi. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui est toujours en bon état et que les gens se passent. Oui, et qui est ouais, recherché. Et qui est recherché. Donc voilà, c'est ça. Vraiment essayer de créer quelque chose de qualité, intemporel et qui plaît forcément. Donc il y a des pièces fortes dans ce que vous concevez. Il y a des choses voilà, que vous adaptez. Tu parlais des tissus que vous adaptez pour les saisons, avec des petits détails aussi qui changent. Oui. Mais il y a quand même des pièces un peu emblématiques à l'atelier. Oui, Nico, il fait... c'est vrai que... Il y a la veste. Il y a la worker. La veste worker, ouais, qui est donc inspirée d'un vêtement, d'une veste de travail. Et donc ça, c'est vraiment une pièce maîtresse qu'on décline à chaque saison dans des tissus différents, avec des poches différentes. Mais elle reste, voilà, pour nous, une pièce phare de ce que l'on fait. En fait, c'est vraiment alors, c'est entre la surchemise et la veste. C'est vraiment un peu comme un bleu de travail. Enfin, j'aime pas trop le terme bleu de travail qui fait un petit peu péjoratif, mais vraiment une veste de travail que l'on peut mettre au-dessus d'une chemise, au-dessus d'un pull, au-dessus d'un t-shirt, et vraiment en fonction des tissus qui sont choisis, on peut la porter quasiment toute l'année, quoi. Enfin, moi, je sais que Clotilde en porte une actuellement. Oui, parce que c'est vrai, tout à l'heure, tu disais que c'était essentiellement un vestiaire masculin, mais qui s'adapte aussi aux femmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé piquer les affaires de ton homme de Nico, à son plus grand désespoir. Et du coup, c'est vrai que quand on a créé Bedford Atelier, je disais à Nico, ça serait bien qu'on fasse des petites tailles quand même, parce que ce serait chouette que les femmes puissent... parce qu'il n'y a pas que moi, j'ose espérer qu'il n'y a pas que moi qui portent les vestes de leurs copains, de leurs maris, etc. Donc j'espère... je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et donc ce serait bien qu'on fasse des petites pièces, des petites tailles pour les femmes. Parce que c'est vrai que dans la mode féminine, souvent, au niveau des patronages, à chaque fois, on a des trucs hyper cintrés. Partout, que ce soit dans le milieu du sport, dans le domaine, dans tous les domaines, chez les femmes, c'est toujours plus cintré. Et moi, j'aime pas ça. Je me disais à chaque fois, mais pourquoi on cintre toujours les vêtements des femmes ? Les femmes, on veut des trucs. Des fois, les femmes, on veut des choses amples, des choses où on est à l'aise dedans, où on est bien dedans. Et c'est vrai que du coup, quoi de mieux que les vêtements de son mec. Donc ça, c'est la fameuse veste dont vous parliez, la worker, c'est ça ? Oui. Et après, est-ce qu'il y a d'autres pièces phares ou d'autres intemporels que vous déclinez comme ça selon les saisons et les tissus ?
Voilà, Oui, on a surchemise. une surchemise, pardon. C'est pas facile à dire, hein, Surchemise. 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 Qu'on a décliné, oui, en plusieurs versions, plusieurs couleurs, avec des fois une poche contrastante. Alors celle-ci, elle est plus inspirée d'une chemise militaire, une chemise d'uniforme vintage. Donc en fait, j'aime bien me procurer des anciens vêtements, donc après je m'en inspire. Et donc voilà, ça serait plus inspiré d'une veste, d'une chemise militaire. Et donc du coup, nous on la décline un peu en surchemise par le choix des tissus que l'on prend. Donc en hiver, ce sera être des grosses flanelles ou des gros cotons et qui permettent de mettre ça au-dessus d'un t-shirt. Et du coup, il y a toujours le col de la chemise qui donne un côté un petit peu habillé, mais en même temps décontracté parce que voilà, on porte ça au-dessus d'un t-shirt ou pas besoin de le rentrer dans le pantalon ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ça c'est vraiment une pièce forte. Et après, on a une chemisette qu'on a déclinée. Donc là, du coup, c'est pour le printemps-été à chaque fois. Mais c'est une chemisette avec un col cubain. Donc, je ne sais pas si vous voyez, avec un col ouvert sur le devant. Et qui est très, très agréable à porter quand il fait chaud. Et là, pareil, on peut la porter en plein de configurations différentes, que ce soit habillé ou décontracté, ou même avec un maillot pour aller à la plage. Exactement. Donc plein de possibilités, des matières qui varient selon les saisons. Tout à l'heure, tu parlais du sourcing que tu faisais que vous faisiez d'ailleurs au niveau des matières et des matières naturelles essentiellement. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes très attachés tous les deux. C'était inconcevable de faire autre chose que des matières naturelles dans ce vestiaire que vous avez imaginé. Avec les temps qui changent, avec tout ce qu'on entend autour de nous actuellement, pour nous, c'était pareil, c'était une évidence de faire des matières naturelles et de faire très attention au sourcing, de choisir que des tissus qui existent déjà, donc de ne pas faire reproduire des nouveaux tissus. C'était hyper important pour nous. Et comme ça, on évite tout simplement le gâchis, la surproduction et le fait d'utiliser ce qui existe déjà. C'est quand même beaucoup mieux que de refaire produire tout un rouleau et de réutiliser de l'eau. Pour nous, c'était évident de faire attention à ça. Sachant qu'en plus, la mode, c'est une des industries, c'est peut-être pas l'industrie la plus polluante au monde. Oui, qui est pointée du doigt régulièrement. Qui est très souvent pointée du doigt. Et donc, ça a été aussi une problématique qu'on s'est posée. Si on crée notre marque, comment la rendre plus responsable ? Ça aussi, c'était très important. Il faut écouter tout ce qui se passe en ce moment et je pense que c'est important de faire attention à ça, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Nous, on essaye d'être le plus responsable possible. Alors après, c'est très difficile. Bien sûr. Surtout quand on est une petite entreprise. Mais comme dit Clotilde, on fait attention au sourcing des tissus. La plupart, à 95%, ils viennent d'Europe. Donc on essaye de les faire venir du moins loin possible. Oui. On a travaillé un petit peu avec des tissus japonais, des choses comme ça, mais parce que là, c'est vraiment très pointu dans le choix du tissu, la qualité du tissu. Et ceux qu'on a trouvés étaient par chance présents en Europe, à part des fournisseurs qui ont, eux, dans des stocks de tissus japonais en Europe. Mais voilà, c'est vraiment très important de trouver des choses naturelles. Alors, de une, pour un côté responsable, et de deux, parce que c'est de meilleure qualité, en fait. Tout simplement, oui. Encore une fois, des vêtements vintage qui ont 50 ans et qui sont encore en bon état, ils sont tous en coton, en laine ou des choses naturelles et pas non en polyester. Donc voilà, pour nous, c'était très important. Et voilà, pour essayer d'avoir ce côté responsable le plus possible. Je dis bien le plus possible parce que c'est vraiment pas évident et on n'a pas la prétention de l'être à 100%, oui, loin de là. Mais on fait notre possible pour d'essayer de l'être le plus possible, encore une fois. Alors, je me souviens, quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'aviez parlé du fournisseur des boutons de vos vêtements. Oui. Parce que vous pouvez en dire en 2 mots parce que... ça c'est peut-être un peu de ma faute ou un peu à cause de moi, je sais pas, je suis un petit peu trop méticuleux et une grosse importance aux détails. J'ai réfléchi pendant très longtemps
à la forme des boutons que je souhaitais, à la composition des boutons que je souhaitais, Oui. la couleur des boutons que je souhaitais. Les soucis du détail. Je me souviens. Nico est Et très donc, très méticuleux. J'ai cherché pendant un moment des fournisseurs. Et bon, là aussi, dans un côté aussi pratique, parce que pour une petite entreprise, c'est aussi difficile de trouver des fournisseurs qui veulent bien travailler avec des petites quantités. Mais voilà, c'était trouver encore une fois des boutons en matière naturelle et qui sont faits le moins lent possible. On travaille avec un fournisseur qui est italien et qui fait des boutons du coup en Italie. Et nous avons choisi des tissus, des boutons qui sont en Corozo ou en nacre. Et donc le Corozo, c'est fait à base de noix, en fait. Et le bouton se fait à base... Alors je pourrais pas vous expliquer le procédé exactement, mais c'est de la noix qui doit être concassée et tout ça. Et après, ils en font un bouton. Non, mais c'est important parce que c'est important, c'est le souci du détail et c'est le côté aussi un peu particulier et l'histoire qu'il y a aussi derrière les matières, derrière le choix des fournisseurs et derrière les détails sur chaque vêtement. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous avez voulu faire avec l'atelier. Oui, tout à fait. On voulait, en fait, tout ce qu'on fait, on réfléchit en amont. Et rien n'est fait au hasard. Et comme je disais tout à l'heure, Nicolas est très méticuleux. Il fait ça revient, ça, quand très même. attention aux détails. donc c'est vrai, tout est réfléchi. Rien n'est fait au hasard. Et c'est vrai que je pense aussi que le client, de nos jours, est de plus en plus intéressé et s'intéresse de plus en plus à comment c'est fait, d'où ça vient, quelle est l'histoire derrière le produit. Et c'est vrai que même nous, on est client aussi de d'autres marques, faut le dire, on ne s'habille pas que chez Bedford Atelier. Pas encore. Pas encore. Mais du coup, c'est vrai que nous aussi, quand on s'habille, on aime savoir ce qu'on achète, d'où ça vient, comment c'est fait, quelle est l'histoire derrière le produit, etc. etc. Donc, nous, on a fait la même chose. Oui, vous êtes cohérent avec Voilà. ce que vous souhaitiez aussi en tant que ce que vous aimeriez avoir en tant que consommateur. En tant que consommateur, exactement. Ok. Donc les boutons, en note, fournisseur italien. Donc si vous passez à la boutique, vous regarderez avec attention les boutons, Ils sont notamment. même gravés avec Oui. le nom de la marque. Gravé, oui. Voilà, c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé. Donc le souci du détail, toujours, qui guide la démarche. Donc on a parlé des vêtements, mais il y a un service que vous proposez aussi ici, en particulier à l'atelier. C'est le sur-mesure. Alors est-ce que Nicolas, tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Ayant fait ça pendant 5 ans à New York, j'avoue que c'était une partie de mon boulot qui me manquait grandement. D'avoir vraiment ce contact avec le client, de faire toute la prise de mesure, la discussion du tissu. C'est vraiment une expérience pour le consommateur, pour le client. Pour vous donner une idée, à peu près, un fitting d'un costume sur mesure, ça prend environ 1h30. Que ce soit pour le départ, le choix du tissu. C'est souvent des fois en plusieurs étapes. Déjà, les clients viennent se renseigner, regardent un peu les tissus, et puis souvent reviennent ensuite, après avoir mûri leur réflexion. Et donc là, ça dure à peu près 1h30. C'est vraiment une expérience d'achat qui m'était chère. Et après, c'est le côté méticuleux aussi, bien sûr, parce que on est là pour faire un costume le plus parfait possible pour le client, qui s'adapte à la morphologie du client et qui va correspondre à ses attentes, à ses envies de détails, de coupe, de mode un petit peu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait proposer et qu'on on pense qu'il n'y avait pas une offre dans le sud-ouest là-dessus. Donc on voulait pouvoir proposer ça ici, dans les Pyrénées-Atlantiques et un peu autour, pour les gens les hommes qui se marient ou les hommes qui aiment juste s'habiller ou qui, il y en a encore, mettre des costumes pour travailler. Oui, parce que c'est vrai que il y a une tendance aussi à moins porter de costumes ces dernières années, mais après avoir un beau costume sur mesure ou très qualitatif, ça peut être aussi l'occasion de renouer avec cette habitude qui est peut-être un peu moins présente, mais qui est quand même importante aussi pour certaines personnes. Donc il y a les grandes occasions, mais il peut y avoir aussi le quotidien et se faire plaisir avec des belles matières et des belles coupes. Oui, ça revient. Ça revient de plus en plus. Pas forcément le costume, le full outfit, mais même que ce soit juste une veste accompagnée d'un jean ou un pantalon à pince avec des mocassins. Ça revient. Ça revient vraiment. On en voit de plus en plus.
Et comme je disais aussi, les gens cherchent de plus en plus où c'est fait, comment c'est fait, mais cherchent aussi de plus en plus reviennent de plus en plus à quelque chose de plus qualitatif. Je dirais que les hommes sont peut-être moins consommateurs de mode que les femmes en règle générale, mais quand ils sont très souvent, par expérience, pour en avoir côtoyé pas mal, très souvent pointilleux et sur les détails, sur la coupe, sur la matière et tout ça. Donc voilà, on voulait pouvoir proposer une option intéressante. Tout à l'heure, on a parlé de mode responsable du choix des tissus et dans la présentation de l'atelier. Donc, vous aviez dit que votre cœur de métier, voilà, c'était le vestiaire, les vêtements, et on vient de parler du sur-mesure. Mais Clotilde, toi, ton expérience en déco aussi aux États-Unis, ça vous permet de proposer d'autres choix et d'être encore plus aussi vertueux dans ce que vous pouvez proposer, notamment avec les chutes de tissus. Oui, c'est ça. En fait, on voulait vraiment qu'il n'y ait aucun gâchis, oui, c'est ça, aucun reste. On voulait pas qu'il reste du tissu. On voulait que tout soit utilisé de A à Z. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on fait une collection, on demande à l'usine de nous renvoyer les chutes, tout ce qui reste, tout ce qui leur reste. Et avec ces chutes, du coup, on les utilise pour faire des coussins, des sacs, bientôt des banquettes et aussi des chaises. On essaye des fauteuils. On essaye vraiment de tout utiliser. Et comme ça, ça crée déjà de un du mobilier unique. De deux, du coup, on utilise tout ce qui reste de notre production, rien n'est jeté. Et trois, ça fait vraiment de la déco. De la déco vraiment haut de gamme. Donc, et fait à la main. Unique surtout. Ouais, Vraiment dans un surtout aspect unique. unique. Oui, vraiment unique et un petit peu différent de ce qu'on peut trouver dans les différents magasins de décoration à droite à gauche. Pour nous, la déco, c'est vraiment... La déco et la mode, on va dire que c'est vraiment... C'est lié. C'est très lié. Et souvent, ça va de pair pour nous. La déco match avec la façon dont on s'habille. Et en règle générale, c'est quelque chose qu'on remarque aussi chez les autres. On souhaite proposer un univers complet, enfin notre univers complet du vêtement jusqu'à la mode, jusqu'à la déco, pardon. Alors pour l'instant, la déco, c'est une petite partie de ce que l'on propose par manque de temps et de moyens, mais voilà, on récupère toutes les chutes de tissus. Comme on passe beaucoup de temps à chercher des beaux tissus, on a envie de les utiliser le plus possible. Oui, jusqu'au bout. Et si vous voyez la boîte dans laquelle je garde toutes les chutes de tissu, vous rigoleriez parce qu'il y a des bouts très petits que je ne sais même pas ce quoi je vais en faire, mais j'arrive pas à les jeter. Voilà. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aperçois des coussins à côté de moi, donc je me dis que peut-être que ces petits bouts de tissu, ils viendront peut-être compléter un coussin ou une autre création de déco à un moment donné. Oui, ça peut toujours servir pour un patchwork ou autre chose. Hein. Ouais, ça servira un jour. Ça aura une utilité à un moment donné. On a parlé de tout ce que vous faisiez actuellement, mais j'imagine qu'il y a d'autres projets dans le coin de votre tête, à tous les deux, que vous aimeriez mettre en place dans les prochains mois ou les prochaines années. Oui, tout à fait. En fait, on voudrait pouvoir développer un petit peu plus notre offre de collection prêt-à-porter en y ajoutant du coup des pantalons, d'autres différents types de chemises. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on a la veste, la surchemise, la chemisette. Et voilà, on aimerait un petit peu étoffer cette offre-là. Et aussi, au fur et à mesure et à terme, proposer, on va dire, un vestiaire de A à Z à nos clients. Alors pas forcément tout en notre marque propre Bedford Atelier, mais voilà, sélectionner des marques que l'on connaît, que l'on aime, qui correspondent un petit peu à nos valeurs et à ce que l'on cherche à proposer pour proposer un vestiaire complet à nos clients. Donc ce serait de la chaussure, de la cravate, la ceinture, chaussettes, enfin vraiment voilà, des choses que nous ne faisons pas. Parce que nous, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens et peut-être pas les compétences, parce que voilà, quand on veut faire des belles choses, il faut des compétences, donc savoir tout faire sur tout, c'est compliqué. Et donc voilà, proposer d'autres marques qui
que l'on sait qu'ils font ça très bien et pouvoir les proposer à la vente dans notre boutique. Que voilà, les personnes qui rentrent puissent trouver leur bonheur de la tête aux pieds. Oui, c'est ça. Oui, notamment pour, je pense très souvent aux futurs mariés qui viennent se renseigner sur les costumes sur mesure. C'est vrai que souvent ils viennent discuter du costume, mais après ils sont là, les chaussures, je sais pas ce que je vais mettre, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez des bonnes marques et tout ça. Et c'est vrai qu'avoir tout ça sur place et proposer tout ça aux mariés, ça fait une expérience pour lui complète, et du coup de tout acheter au même endroit pour le choix, ne serait-ce que pour le choix d'ailleurs, parce que voilà, on a son costume, on a sa chemise sur place, donc après on essaie les chaussures, on essaie différentes cravates, et donc voilà, c'est pour dans un esprit de continuité, de satisfaction du client. Bedford Atelier, donc c'est une boutique à Pau, dans une très jolie petite impasse dans le centre-ville de Pau. Et quand on passe la porte, il y a cet univers que vous avez voulu concevoir au niveau de l'harmonie, des matières qui sont utilisées aussi dans la boutique, qui est très présent. Clotilde, tout à l'heure, toi, tu disais que vous aviez travaillé les moindres détails du projet. La conception et l'ambiance que vous avez dans la boutique, elle a été travaillée aussi comme ça. Ah oui, oui. Quand on a vu cette boutique la première fois, ça a été vraiment le coup de cœur. Les boiseries et puis surtout le parquet. En fait, on a baissé la tête et on a fait c'est ça qu'il nous faut. Pourtant, c'était encore en travaux et avec des bâches par-dessus et tout ça, mais le propriétaire nous a montré le parquet. Et... Le propriétaire, il a fait par contre une seule chose. Je veux pas que vous touchiez au sol. Je veux ça tombe bien. Parce que c'est exactement la chose qu'on veut garder. Parce que vraiment, c'est magnifique le chevron. Et c'était pile notre ADN. C'était pile ce qu'on voulait. Et on a dit, allez, c'est parti. L'aventure commence, alors qu'on n'était pas... c'était pas quelque chose qu'on voulait immédiatement. Oui, on commençait à regarder des locaux commerciaux. Voilà, on regardait sans regarder, on se renseignait. Et c'est vrai que j'avais vu cette annonce et qui pourtant la photo de présentation de l'annonce, c'était juste une photo extérieure avec les volets fermés. Mais je ne sais pas pourquoi, ne serait-ce que la vitrine de l'extérieur nous faisait penser à quelque chose d'un petit peu ancien. Ancien, old school, et c'est notre ADN. On s'est dit, on va voir, et puis voilà, ça il y a eu un coup de cœur et on s'est dit si on le fait, il faut que ce soit ici, parce que ça colle à ce qu'on veut montrer, donc voilà. Et après on a aménagé la boutique comme on le souhaitait, donc la déco et le choix des matériaux, tout ça. On voulait vraiment créer une expérience pour le client où le client quand il rentre il se dit il s'y sent bien quoi, qu'il ait envie de rester aussi, de discuter, de découvrir Bedford Atelier, et quoi de mieux que de discuter autour comme chez soi dans un salon. Et c'est ça qu'on a voulu retranscrire dans la boutique. Donc même pour la déco, on a recherché, on voulait faire de la récup, tout. On voulait vraiment en fait rapporter ce côté vintage et recherché très très pointilleux qu'on aime tant. Et je trouve que ce qu'on a fait, c'est pas mal. C'est plutôt très réussi. Il faut faire de l'autosatisfaction aussi. Voilà, exactement. C'est important. Faut dire quand c'est bien. Exactement. Non, c'est vrai que je pense qu'on peut le dire. On est fiers de ce qu'on a créé. On s'y sent bien et on espère vraiment que le client se sente bien aussi. Aussi, oui, tout à fait. Et puis comme disait Nico tout à l'heure, comme on fait du costume sur mesure, on a envie que le client, quand il fasse un essai de costume, qu'il ait cette expérience de A à Z dans sa conception du costume sur mesure. Et je pense que ça passe aussi en s'y sentant bien dans la boutique. Il y a une chose que je vois face à moi et dont on n'a pas parlé. Vous avez un animal totem pour l'atelier ? Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça rejoint aussi notre vécu à New York, puisque on a été chercher Lafayette. Donc le logo, c'est un petit chien. Voilà, le logo, c'est Lafayette, c'est notre chienne, Husky. Un Husky. Qu'on a été rechercher upstate New York. Lors d'un winter break là-bas, Nico m'avait dit là où on part, il y a
Un Il élevage. y a un élevage de ski et je lui ai dit fallait pas me le dire, on va être obligé d'y aller. Donc donc voilà, et c'était notre rêve d'avoir un chien, donc on y a été et on a forcément on a craqué sur Lafayette, notre petite chienne husky. Et pour nous, c'était pareil, une évidence de la mettre en avant sur notre marque, puisque ça rejoint. Ça fait partie de toute notre histoire. Notre histoire là-bas et notre histoire à nous. Et voilà, après, on voulait aussi un petit. C'est toujours sympa d'avoir un logo facilement reconnaissable pour une marque de vêtements. Donc on trouvait qu'utiliser une espèce de petit sketch de notre chien, c'était une bonne idée. Et voilà, on a un ami qui a fait le design de notre logo et donc du logo du chien et du nom de marque. Oui. Et donc on a été très satisfaits. On s'est dit c'est une bonne idée, ça matche bien, et donc on a gardé ça. Alors malheureusement, Lafayette n'est pas présente à la boutique, mais ouais, on a peur que ce soit un peu trop intense pour la clientèle. Dans tous les cas, elle est bien présente dès la porte d'entrée sur la façade, et on peut retrouver le logo aussi sur toutes vos étiquettes. Enfin voilà, c'est un élément qui est présent un peu partout de façon discrète, mais tout à fait. Lafayette nous accompagne et accompagne nos clients partout, du coup. Okay. Bon, c'était pour la petite parenthèse. Mais c'est toujours de façon discrète. Voilà, on n'aime pas les logos trop c'est pas ostentatoire, trop imposant, ostentatoire sur les vêtements. Donc voilà, c'est sur l'étiquette à l'intérieur du vêtement. Après, on pense peut-être à faire une petite broderie quelque part, peut-être sur certains vêtements, mais ce sera toujours de façon très discrète. On va rentrer dans la dernière partie du podcast qui s'appelle le Sud-Ouest dans le cœur. Donc vous avez une histoire particulière avec le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest dans le cœur, vous, c'est vraiment ce qui vous convient parfaitement à tous les deux. Donc vous n'êtes pas forcément originaire d'ici, vous avez vécu à l'étranger. Est-ce que pour vous, il y a un état d'esprit sud-ouest, ou est-ce qu'il y a une énergie particulière ici Forcément. Déjà, Nico, toi, tu connaissais de base le sud-ouest puisque tu as été au lycée là-bas. Oui, moi j'ai fait mon lycée ici. Oui. Et donc du coup, j'ai vécu quelques années. Après, je suis parti plusieurs années. Et donc oui, comme on a dit tout à l'heure, quand on a décidé de rentrer en France, on s'est dit on va s'installer dans le sud-ouest, parce que on savait tous les deux, alors moi pour y avoir vécu, Clotilde pour y avoir passé quelques vacances, que c'était une région agréable, et ce qui pour nous représente surtout le sud-ouest, c'est je sais pas, alors peut-être parce qu'on vient du nord, mais c'est la lumière, on va dire la nature aussi luxuriante, parce que il pleut pas mal, donc c'est quand même assez vert. La montagne et l'océan à côté, la tranquillité de vie, on va dire aussi, parce que voilà, on habite pas loin du Gave, on peut se balader au bord du Gave. C'est une vie saine et nature et en fait, lumineuse. Il y a une qualité de vie ici qui nous a tout de suite plu. Mais franchement, je trouve que les Béarnais aussi sont... Moi, j'ai trouvé, pour une Lilloise, j'ai trouvé que les Béarnais sont hyper accueillants, hyper gentils. Et c'est vrai que ça aussi, je trouve ça important. Et moi, j'ai tout de suite accroché. C'est une région qui m'a tout de suite plu. Moi, je suis venue les premières fois en vacances dans ma belle famille. Et c'est vrai que c'est une région qui m'a tout de suite plu. Donc, quand on est rentré des États-Unis, en fait, on s'est pas posé la question de où est-ce qu'on va habiter. On s'est tout de suite dit... On s'est posé un petit peu la question, mais les autres choix qui s'offraient à nous, c'était pour des régions un petit peu... Alors, pas tout à fait similaires, mais c'était un peu dans le même esprit. Voilà, on avait pensé peut-être à Annecy ou des choses comme ça. Donc, qui, pour nous, un petit peu le même mode de vie, on va dire. Donc on s'est dit ici on a de la famille, c'est vrai que c'était un petit peu la carte de la sécurité, un peu de la facilité entre guillemets de revenir dans une région où on connaît déjà du monde. Oui. Mais au moins on était sûr de ne pas être déçus. Tout à fait. Et si une Lilloise valide le sud-ouest, parce que les Lillois sont quand même réputés pour leur accueil et leur côté chaleureux
notamment. Faut bien qu'on ait quelque chose. Hein. Donc, Non, si, c'est vrai. si le choix est validé des deux côtés, c'est que c'est plutôt un très bon choix. Oui, non, c'est vrai. Et je pense qu'il y a pas mal de Lillois qui se sont implantés ici. Il y a beaucoup de gens du Nord. Il y a une dans le- communauté. Oui, Alors, je sais pas c'est vrai s'ils ont formé une communauté du coup, mais On est cachés. on en rencontre quand même régulièrement et il y a souvent des gens qui disent ah mais oui, lui aussi, les Lillois, il vient du Nord. Et donc oui, les Lillois, voilà, ils recherchent aussi un petit peu de temps en temps du soleil. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, on est bien ici. Encore une fois, il y a une qualité de vie qu'on trouve pas partout. Et c'est important. Nous qui avons travaillé quand même 5 ans dans une très très grande ville, on avait envie de retrouver ce calme et cette Simplicité, voilà, c'est vraiment qualité de vie et tout ça. Je trouve qu'on le retrouve ici. C'est vraiment, voilà, on a trouvé ce qu'on cherchait en repartant de New York. Une vie plus saine et plus calme et plus simple. Oui. C'est un beau résumé. Exactement. Encore une fois, j'aurais pas dit mieux. En tous les cas, vous semblez être en adéquation avec votre choix de vie. Et puis, c'est une belle histoire que vous êtes en train de créer ici avec Bedford Atelier. Moi, j'étais ravie de découvrir votre aventure et j'espère que les auditeurs auront plaisir à la découvrir aussi. Le plus simple, c'est de passer la porte de l'atelier pour découvrir tout ce que vous faites, les créations, que ce soit en vêtements et en accessoires comme on l'a évoqué. Si les gens veulent en savoir plus, vous êtes bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On a un compte Instagram et on a Facebook aussi et on a le site internet. Ok, l'adresse du site internet, tu peux nous la rappeler? C'est bedford-atelier.com. Donc, on invite tout le monde à venir à votre rencontre. En tous les cas, merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Merci à vous. toi. Et puis, toi. et puis, Merci à toi. et puis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir l'univers de Bedford Atelier. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, rendez-vous sur le compte Instagram. Et pour faire grandir la communauté, n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau parcours de vie.